Bonsoir, messieurs et dames, merci d'être encore une fois des nôtres. Vous êtes donc au JDS, journal du dimanche au soir. Plusieurs sujets abordés, parmi lesquels, après le cratère sur la RN4 lors des travaux, affaissement donc aujourd'hui d'une partie de la voie non loin de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, le constat dans quelques instants. Et puis Thomas Sankara, l'humain, un film documentaire de Richard Tiennet, sorti le 15 octobre dernier sur la vie de Thomas Sankara. Nous y marquerons une halte notamment avec l'auteur de ce documentaire. Et puis sport, rentrée ce soir de nos étalons. Quelle est l'ambiance de l'accueil à l'aéroport? Comment rentre-t-il? Quel regard sur les performances? On en parlera avec Claude Romba, journaliste sportif et nos reporters sur le terrain. Merci donc de nous suivre. C'est le déroulé pour ce qui est du contenu de ce journal du dimanche au soir. On va commencer par l'une des premières rubriques, c'est celle Société. Nous l'annoncions en titre, ce sur quoi nous allons nous arrêter, c'est l'affaissement d'une partie de la route de l'hôpital Yalgado au niveau du croisement entre l'avenue du Burkina et celle du président Thomas Sankara. Un cratère sur la même route avait fait débat, on se rappelle bien, alors que les travaux de construction de la voie étaient toujours en cours. Le mini-échangeur situé sur cette route nationale numéro 4, faut-il le rappeler, a été ouvert à la circulation le 15 janvier dernier. Nos reporters étaient donc sur le terrain pour le constat, celui de l'affaissement, et nous vous proposons ce reportage. Il y a près d'une année, soit le 10 septembre 2020, nous constations l'affaissement de cette partie de la route échangeur de l'Essa, hôpital Yalgado Ouedraogo. Aujourd'hui, 8 août 2021, nous faisons encore le même constat. La voie a cédé une fois de plus au même endroit. Est-ce une négligence de la part de l'entreprise en charge des travaux ou une conséquence des dernières pluies? Selon ce mécanicien installé non loin du rond-point où se trouve ce trou, il y aurait eu des travaux de câblage qui ont occasionné l'affaissement du goudron à cet endroit. Nous ne savons pas si l'apparition de ce trou incombe à l'entreprise en charge des travaux ou si c'est la faute de ceux qui sont venus effectuer les travaux de câblage. Ce qui est sûr, ce trou représente un danger pour tous les usagers de cette route, surtout en cette période de pluie. Les usagers, eux, craignent des accidents qui pourront survenir si rien n'est fait pour boucher ce trou au milieu de la chaussée. Je n'ai aucune idée du moment que ça s'est réapparu, mais le danger qui est là, c'est qu'il y a des étrangers qui ne savent pas qu'il y a un trou juste au milieu de la voie. Donc même la nuit comme ça, il y a des gens qui s'enfoncent dedans sans savoir. Donc c'est un problème quoi. Donc si c'est pas ils vont, c'est parce qu'on a mis le plastique rouge qui montre au moins qu'il y a un problème là-bas. Sinon, il y a des gens qui s'enfoncent dedans sans savoir. Et ça c'est un vrai problème. Rappelons que les travaux de cette section urbaine de la route nationale numéro 4, toujours en chantier, ont été officiellement lancés en 2015 sous la transition. Le mini-échangeur, lui, a été réceptionné le 15 janvier dernier. Quant à l'intégralité de cette section urbaine, elle devait être inaugurée dans le premier trimestre de l'année 2021. Mais force est de constater que les travaux sont toujours en cours. Retour sur ce plateau, après le constat fait non loin de l'hôpital Yalgado, nous allons cette fois-ci aller à Bobo-Dioulasso avec la mosquée de Dioulasso-Bas qui a subi beaucoup de dégâts et ce du fait des fortes pluies qui ont touché la ville de Bobo-Dioulasso. Une partie de ce lieu de culte de près de 2 siècles s'est écroulée ce dimanche 8 août, comme vous le voyez donc en image. Il faut rappeler que cette mosquée a été construite quand même en 1880 et s'est achevée en 1890, parlant de la construction. Et la mosquée de Dioulasso-Bas a été officiellement réhabilitée par le ministère de la Culture en 2019 et remise à la communauté musulmane. Et le coût des travaux de cette bâtisse, parlant donc de la réhabilitation, je pense qu'il y a en gros 500 millions de francs CFA. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter le président du comité qui était à pied d'œuvre pour la réhabilitation en son temps, donc la réhabilitation de cette mosquée. Après, on va démolir les restes. Les restes des minarets là, on va démolir ça. Parce que si on ne démolit pas, ça sera un danger. Donc, mais là maintenant, on va faire notre étude. Il y aura étude des sols, on va étudier les sols, on va étudier pas mal de choses. Vous voyez, bon, les choses sont, comme je vous ai dit, les choses sont changées. C'est pas comme avant.
la vie des gens ont changé, l'endroit même tout a changé, nous avons vraiment des routes bitumées, nous avons des gros porteurs, nous avons des travaux lourds qui est à côté des mosquées, donc, voyez, donc ça amène beaucoup de risques. Donc cette mosquée de Dioula Soba, on le disait, construite en 1880 et 1890, donc un haut lieu en plus du culte, mais de l'histoire aussi du Burkina Faso, et on espère que les choses vont vite se régler concernant l'effondrement de cette partie-là et que les travaux vont permettre de réhabiliter donc cette mosquée. On poursuit toujours ce journal dimanche au soir avec un autre sujet. Ce sont des assises. Le projet de document de base des assises nationales de l'éducation nationale devant servir pour l'organisation des assises régionales et nationales de l'éducation nationale a été validé par le comité technique national et c'était lors d'un atelier de validation donc naturellement qui a duré 3 jours lui. Les travaux ont pris fin donc le 6 août dernier. Le reportage est signé Fatimata Nikema. Ces acteurs de la communauté éducative, durant 3 jours, ont mis leurs expertises au service du système éducatif burkinabé. À travers des échanges et des travaux de groupe, ils ont passé en revue le projet de document de base des Assises nationales de l'éducation nationale, chose qui leur ont permis en tant que membres du comité technique national de procéder à sa validation. L'enjeu de ce document, c'est de poser le bon diagnostic de notre système éducatif pour en déceler les forces et les faiblesses dans le but de proposer des réponses à même d'améliorer l'efficacité interne et externe de notre école et de proposer une feuille de route de mise en œuvre des dites réponses dans les courts, moyens et long termes, de sorte à ce qu'au sortir des assises nationales, les bases de l'architecture de l'école du futur soient rapidement posées et durablement enracinées. Les conclusions de vos travaux vont permettre d'aller sereinement vers les assises régionales et partant de poser les bases de cette architecture de l'école que nous voulons toutes et tous. Les travaux ont également permis à ces acteurs du système éducatif de faire des recommandations et des amendements. Et c'est un autre comité chargé de l'intégration de ces amendements qui se réunira la semaine prochaine. Selon le ministre en charge de l'Éducation nationale, cet autre comité produira les documents qui serviront de base pour les débats lors des prochaines assises nationales de l'éducation. Et je pense qu'au moins 2 semaines, sinon 3 semaines avant les assises, tous les participants concernés auront à leur disposition les documents de travail de façon à ce qu'ils aient tout le temps nécessaire pour les examiner, pour se préparer afin de venir au débat. Parce que notre objectif, c'est de sortir de ces assises nationales avec donc une feuille de route, avec des recommandations, avec donc des actions à mettre en œuvre pour réinventer notre système éducatif en lien avec 3 défis majeurs, le défi sécuritaire, le défi sanitaire et le défi socio-économique que nous connaissons dans notre pays. Ces documents accompagnés d'un rapport en rédaction seront soumis en Conseil des ministres avant le choix des dates de la tenue des assises régionales et nationales, selon Stanislas Ouaro. La cérémonie de clôture des travaux du comité technique national a aussi servi de cadre pour le service de communication du ministère de présenter aux participants le site internet des assises nationales de l'éducation qui est en conception. Et pour clore ce tour, pour ce qui est de cette première rubrique, nous allons repartir encore à Bobo Dioulasso avec un mec bien prisé, le Chitoumou, des chenilles donc bien connus des Bobo-Villois et qui fait aussi, il faut le dire, pour ce qui est de certaines dames, le moyen de se faire quelques sous. Nous avons décidé de marquer une halte sur ces chenilles, comment elles sont prisées et ce à quoi elles servent, notamment pour ces femmes-là. Les chenilles de karité, plus connues sous le nom de chitoumou, prolifèrent à l'entame de la saison pluvieuse. Il s'agit également d'une spécialité culinaire de l'ethnie Bobo. Ici, dans le quartier Dioula Soba, comme à l'accoutumée, le commerce de cette denrée est une très bonne affaire pour les femmes. À cette période de l'année, les vendeuses de chitoumou occupent les endroits stratégiques de la ville de Bobo Dioulasso. En tout cas, pour cette année, le marché est un peu naze. Pour les années précédentes, le marché était un peu bien. En tout cas, selon moi, cela est dû à la pauvreté. Comme maintenant, les gens n'ont pas assez d'argent et puis la situation du terrorisme et puis du Covid-19. Et comme on dit, on a entendu ça chez nos vieux parents que on connaissait les chitoumous
et seulement que c'était les bobos qui mangeaient ça. Maintenant, toutes les ethnies sont rentrées dedans à manger. Je peux dire que c'est dû à ça aussi. Non, je me fais sur le chien. Je ne sais pas faire. Comme à la trace, c'est l'aliment. Donc, moi, je ne vais pas placer comme les femmes ne vont faire la place. Alors, nous sommes dans ni tala mita ni bisa faire na bi ban Allah ba fa alhamdulillah an kwanta la to ce ni sa am sa mita na ya ta bi ban donc Allah ma fa alhamdulillah on kwana mi shitu fere na aka fisao mais shitu fere la no fana ka to wa do bo tin so na do no lo fana ka fisa tulu so ga gele ai wa shitu yele fana so ga gele abike de bi fere ke iba fo I kwan bi do so kwan muso kan ka to no mana ka chugo chugo ma kan ga dogo ya. Donc, ami de mini fere, ani shitumu ni biduru, ni mayonnaise bara bioro. Ni bera client kwan ko ye akadi shitumu kadi beyo. Muni yera kutanyi mu bedu nara. Afulana mo shuna dafu bedu nara. Voilà, au lieu de bera juga ma, wala agere shitumu so gelera. Malgré la saturation du commerce de chenilles, les clients ne manquent pas à l'appel. Grillés en soupe ou encore en sandwich, les amateurs de chitoumou ne manquent pas d'imagination et les recettes en la matière sont nombreuses. Pour certains clients, ce mets a une valeur sentimentale car il est considéré comme un héritage. Bon, chez nous, plus précisément chez les bobos, bon, les chenilles d'abord c'est comme un symbole parce que c'est depuis nos arrière-grands-pères qui ont découvert cette bonne chose et actuellement on est là-dessus en train de manger quoi. C'est quelque chose que moi j'ai aimé. Et puis bon, je peux dire que c'est dans la famille, nous on a commencé à manger ça. Donc quand on voit ça, on est chaud là-dedans pour manger quoi. Voilà, sinon pour moi je préfère moderniser un peu, c'est-à-dire avec la tomate, les mayonnaise et puis les autres quoi. J'ai mis, sinon bouillir aussi, faire la soupe, je préfère ça aussi. Burundi chitumu akadaye. Vitamine bali binina. Na ni ko na akadaye ben ba ma kana bora ka ban. Anga draga ko be bla jura na ide ba sa irani sanga bomalo ka ngadu na ide ba duni to e ba ni burunyi mi vitamine bale bara aflala malo ko chamanya adama dem faade fanana me do be odusukuma kanu ni me dusukuma kanu fangata me amu ya kanu an badu. Sur l'ancien emplacement du marché de Legema Logor, les vendeuses de chitoumou ont envahi les abords de la voie. Chitoumou kadi mo ere jama bina. Folo la to kan gani chitoumou mais si ça chitoumou ni me ba ka tiare. Pa chitoumou ni fla la aptation fla ke akan diabète ni wulu yere chi akan olu bema. Debo fara ni chitoumou ni me ba ere tiara. Mo shu era ma gen lo ba ko no mais si ça ye chitoumou ka do ere. Ime chitoumou ti bol ke ra to kunia. Boti kelen songo. Da kelen tara. Ma da bi jigi keme ni biduru kuma do keme saba kuma do keme nani. Abi sane. Chitoumou yere ti gala abi sanga de soko yere ka. Am do ato ta sumuso dugu kelen tara. Sumuso bara wara ni fengen dugun ka chia kwa. Ni do bana mi do damene. Ni dugu do bana mi do damene. Après la saison pluvieuse, les chenilles de karité sont séchées et conservées afin d'éviter d'éventuelles ruptures de stock. Et les prix peuvent grimper très vite en fonction de la disponibilité, passant parfois de 300 à 1700 francs CFA. Selon les nutritionnistes, ces larves sont riches en protéines, en fer et en oméga 3. Cependant, elles sont menacées de disparition à cause du réchauffement climatique. Bel élément que nous proposait notre reporter du côté de Bobo du Lasso, Koudougou il s'appelle, même si c'est le nom d'une ville. On va poursuivre ce JDS avec une autre rubrique, celle culture. Et dans la page culture, je l'annonçais en titre, on va parler d'un film documentaire. Le nom est assez évocateur, hein, Thomas Sankara, l'humain, un film de Richard Tiennet qui est avec nous déjà. Bonsoir Tiennet et merci d'être là. Bonsoir Geoffroy, merci à True TV de me recevoir. C'est un plaisir. Et rappelez que ce film a été diffusé sur nos antennes, c'était hier samedi et aujourd'hui même dimanche. Je vous permets d'ailleurs de regarder la bande-annonce et après on vient et on discute. Un parcours historique révolutionnaire. Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non? Oui. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades,
L'impérialisme à bas. Une enfance hors du commun. J'ai tout petit à l'école primaire. Il avait l'âme, il avait l'esprit du commandement du chef. Un règne atypique. La révolution a décomplexé le Burkinabé, lui a donné de la fierté et a refusé qu'on nous taxe de pays pauvres. Vous voulez mettre les choses sur le compte d'un individu. Ah, ce qui a été bon, ça c'est Thomas Sankara. Tout le reste, là, on a passé le temps à comploter, aller jusqu'à le tuer. Non. Une fin tragique. Blaise voulait le pouvoir avant même que Thomas ne soit président. Il le voulait à la place de Thomas. Les divergences entre les deux ont à un moment donné atteint un certain niveau de paroxysme que la seule manière de résoudre ça, c'était le clash. Mais je ne m'attendais pas à une fin tragique. Je l'ai toujours regretté jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour ce pays-là et qui avait une vision pour ce pays. Ça a été un gâchis de le tuer. Je vous quitte en vous disant tout simplement à bientôt, à très bientôt. Thomas Sankara, l'humain. Un documentaire inédit réalisé par Richard Kenny. Thomas Sankara, l'humain, passe sur... Richard Tiennet, donc réalisateur de ce film documentaire qui a su ce plateau avec nous. Je rappelle que vous êtes correspondant aussi de la Deutsche Welle, Burkina Faso. Richard, c'est un plaisir de vous recevoir. Et je me rappelle que le 15 octobre, on était à Ciné Burkina pour voir la première. On s'est dit, voilà, qu'est-ce que Richard Tiennet allait nous proposer. Et puis on a vu l'unanimité quand même après la projection. Et puis voilà, tous les sourires qui étaient le vôtre, parce qu'il y a un gros travail qui a été abattu. Mais la première question, quand on regarde un film sur Thomas Sankara, ça ne manque pas les films sur Thomas Sankara. Pourquoi justement sur l'homme, alors qu'il y en a tellement de documentaires déjà faits et tout? Bon, déjà, je remercie True TV qui est partenaire de cette production depuis, parce que vous êtes venu, j'ai eu la chance d'avoir au niveau de la salle du ciné Burkina tout le tribunal. Voilà. C'est cela. Le tribunal était là, vous étiez là, vous êtes venus, vous nous avez honoré de votre présence. Déjà, merci à la télé de diffuser aussi, de contribuer à la promotion de cette production. Bien sûr, comme je l'ai dit depuis le 15 octobre l'année dernière, date de la sortie du film, c'est un film de plus, mais pas un film de trop. C'est-à-dire que, figurez-vous que nous, on ne peut même pas vous dire combien d'heures d'archives on a en ce moment sur Thomas Sankara. Il y en a trop. Et il y a plusieurs angles possibles qu'on pouvait aborder. Plusieurs angles. On ne savait même pas où donner de la tête. Après, on s'est dit, non, racontons juste une histoire. L'histoire d'un leader charismatique qui a marqué quand même son pays, qui a marqué les événements dans son pays, quoi qu'on dise. Thomas Sankara, c'est le changement de dénomination d'un pays, de son hymne, de sa devise. Donc, quand vous pensez à tout ça et que vous remarquez que de Maurice Yamiogo à Blaise Compaoré, personnellement, je pense qu'il n'y a pas assez de production sur ces chefs d'État-là et qui ont régné au Burkina Faso, qui ont dirigé le pays. Il faut des repères. Parce qu'il serait bien que dans 50 ans, quand des jeunes dans les facultés d'histoire, géographie, d'histoire ou je ne sais pas moi, d'archéologie ou de sociologie ou de droit même, voudraient voir un peu ce qui est fait au pays d'un point de vue historique, d'un point de vue, je ne sais pas moi, architectural ou économique, tout ce que vous voulez, qu'il n'y ait pas de repère. Quand moi je regarde, je suis le JDS, imaginez un peu ce contenu, combien il est riche. Mais malheureusement, on a un gros souci d'archivage au Burkina. Non. Nous, on a voulu faire un film pour laisser à la postérité de la documentation. Moi, mon rêve, c'est que dans 100 ans, que quelqu'un puisse aller sortir ce film, je ne sais pas d'où, qu'on puisse le garder en tout cas, même s'il perd de sa qualité, parce qu'avec le temps, c'est ça, qu'on puisse sortir ça, et peut-être, qui sait, mener une étude, ou du moins chercher à comprendre. On a eu Soumane Touré, peu de temps après, il est décédé. Imaginez si on n'avait pas sa version. Et moi, ce qui me réconforte dans cette production, quand quelqu'un comme Soumane Touré t'appelle et il dit jeune homme, merci de m'avoir permis de dire ce que j'avais dans le fond du cœur. Je peux mourir tranquille. Il te dit ça et il meurt peu de temps après. Tu dis, bon, ça valait la peine quand même
de laisser un film comme ça à la postérité. Même si on a eu de gros soucis, comme vous pouvez l'imaginer, en termes d'équilibre, ça n'a pas été simple. Justement, vous parlez d'équilibre. Quand on regarde le film documentaire, pour ceux qui ont pu le suivre hier et aujourd'hui sur True TV, on remarque quelque chose, c'est que vous avez fait l'effort d'interroger ceux qui ont pu être les admirateurs de Thomas Sankara, tous ceux aussi qui sont demeurés ses pourfendeurs. C'est pas facile cet équilibre-là dans un même exercice. C'est très difficile, mais vous, tout comme moi, nous avons la chance d'être journalistes. C'est cela. Voilà. Ici, j'imagine que si monsieur va recevoir quelqu'un, un acteur politique cette semaine, la semaine suivante, s'il y a motivation, s'il y a des raisons d'appeler je sais pas moi, un autre camp par rapport à un son de cloche entendu, il va le faire. C'est cela. Pour pouvoir dormir même en paix, pour que Geoffroy lui-même puisse dormir en paix chez lui. Mais ça, c'est une chose. Ouais. L'autre chose, c'est de les avoir vraiment pour pouvoir mener ces interviews. Dans le milieu aussi, on sait que c'est jamais facile. C'est jamais facile. C'est pourquoi ça prend énormément de temps. Le temps que vous prenez, ça peut être dû à des moyens financiers, parce qu'il faut être disponible, avoir une bonne équipe qui filme bien, vous avez. Mais ça peut être dû aussi au fait que vous avez des gens, par exemple, qui, pour le départ, lorsque vous leur présentez le projet, je suis pas prêt, cette histoire de la révolution là, je veux vraiment plus m'en mêler, j'ai eu des problèmes, la dernière fois j'ai parlé dans tel organe et c'est fini. Non, je veux même plus me prononcer sur Sankara. Et puis d'autres vous diront, on vous connaît, vous les journalistes. On parle, et quand vous allez traiter les éléments, l'entretien avec nous, vous ne prenez qu'un bout et vous nous faites même mentir. Voilà, donc ça a été très difficile, c'est vrai, mais nous avons assumé cela. La chance que nous avons, c'est que nous avons eu affaire à une équipe jeune qui a travaillé vraiment dans l'ombre. Personne ne travaillait. Ça va être pendant toutes ces années que nous on travaillait. Combien de temps justement? 7 ans. Waouh. 7 ans, c'est avoir les premiers éléments et les déposer. En 2010 déjà, nous sortons la compilation Héros de la Volta Faso. C'est ce qui nous a mis un peu sur la piste. On voulait, pour marquer le cinquantenaire de l'indépendance du Burkina, avoir les archives sonores. Tous les chefs d'État, les Nazi Boni, les Ouenzen Koulibaly, eux, ce sont des leaders politiques, ou bien des acteurs culturels, comme les Passere Titenga, Herman Yamego, il n'a pas été président, mais tous ces gens qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire du Burkina, nous on a fait sortir une compilation. C'était les héros de la Volta Faso, héros avec AITS. Donc, depuis l'époque, quand on récupérait les archives, on s'est dit que ce serait bien de faire même un film pour chacun. Mais après, on ne peut pas faire pour tout le monde. Donc, au bout de quelques années après, on a pensé à Thomas Sankara, parce que c'est sa popularité, et c'est celui au moins avec qui on a quelques archives. Paradoxalement, comparativement à d'autres. Moi, j'étais très ému de voir un film sur Maurice Yamigo. Un documentaire bien fait. J'aimerais voir un documentaire sur d'autres, la Sangoulé Lamizana, sur Seïs Herbo, sur Jean-Baptiste Ouedraogo, même s'il n'a pas duré au pouvoir. Justement, pour revenir sur votre film documentaire, vous savez, chaque travail a une âme. Et on peut approcher une vérité par plusieurs bouts. Quelle est l'âme du film que vous nous avez proposé? Richard Tiédi avait voulu quoi? J'avais voulu, avec mon équipe, je ne suis pas seul. D'accord. J'avais voulu avec tout le staff, parce que je discute beaucoup avec tout le monde, avec les techniciens. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue. Donc, moi, il y a ce que je veux. Et puis, il y a ce que, ensemble, avec un collège de camarades, de professionnels des médias et même du droit, on discute. Et l'idée, c'était de déposer un film qui retrace le parcours politique du leader de la révolution burkinabé. Avec ses forces en tant que leader, bien entendu, d'un mouvement révolutionnaire, mais aussi avec des limites objectives qui ont fini de manière tragique. C'est ça l'esprit qu'on recherche. Et surtout, derrière ça maintenant, derrière cette idée de faire un film, c'était de léguer à la postérité une source audiovisuelle, un élément audiovisuel qui, avec les années, servira aux petits frères, aux descendants peut-être dans 200 ans. C'est ça le but. Justement, vous parlez d'un homme, c'est une vraie matière, hein. Derrière c'est des idéaux, c'est beaucoup de choses. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué
Parce que vous vous êtes intéressé à la vie de quelqu'un qui a marqué tous les Burkinabés d'une façon ou d'une autre. Personnellement, ce qui m'a marqué, parce que justement, en allant faire ce film, Sankara, c'est un mythe, c'est une légende aussi. Le but, ce n'était pas d'aller montrer le côté super sombre de l'homme. Mais on a essayé quand même. On s'est dit, on va fouiner pour voir. Celui qui dit qu'il baptise le pays, qui passe de la haute volta au pays des hommes intègres, est-ce que lui-même il était intègre, pour commencer? Mais quand on vérifie, Sankara a fait preuve d'une intégrité hors pair. Sincèrement. De tous les témoins que nous avons interrogés, personne ne nous a dit que Sankara est allé se remplir les poches, est allé récupérer quelque chose au niveau des deniers publics. Une gestion transparente. Pressé peut-être. Envie d'aller vite. Savait-il qu'il devait partir? En tout cas, une volonté de marquer l'humanité. À un certain moment, il se sentait seul. Au soir de sa vie, il savait que c'était un non-retour possible. Donc, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette intégrité réelle de l'homme. Ça ne pouvait pas être autrement. Tu ne peux pas baptiser un pays des hommes intègres, et ne pas être le référentiel qui conduit le peuple justement vers cette intégrité-là. Donc, c'est ce qui m'a vraiment marqué. Il a été un homme intègre. Et c'est quelqu'un qui, durant sa vie, voulait être au service des autres. Il y a dans le film documentaire le dur. Ça veut dire que ce qu'il faut partager à travers témoignages et tout, mais il y a la façon dont on vient. Et on regarde, il y a une danse artistique qui accompagne tout ça. Moi, quand j'ai vu au départ, c'est ça qui m'a frappé. J'ai dit, mais où Richard Tiéné allait chercher cette idée-là? Non, bon, vous savez, la danse contemporaine, j'ai toujours aimé. Hein. Moi, en tant que journaliste, j'ai couvert un dialogue de corps à l'Institut français avec Salia et Seydou. Donc, ça me parle. C'est des choses qui vous parlent. Le commun des mortels, peut-être, ne sont pas ce qui... C'est juste des gens qui sont en train de se mouvoir. Mais derrière ça, il y a un message, puisque les danseurs ont reçu, voilà, on leur a, bon, par moment on comprend quand on voit quelqu'un qu'on porte, et puis il faut lire entre les lignes. Au-delà de la danse, il y a le slam qui accompagne la danse. Le message, il est clair. En fait, l'histoire tourne autour d'un capitaine poisson, voilà, qui est dans un océan ou dans une mare, et il se trouve confronté à des crocodiles, à des requins. Il faut retenir une chose, il n'y a pas deux capitaines à bord d'un bateau. C'est clair. Voilà. Et Sankara, il ne pouvait pas régner avec les autres. Ils étaient 4. Sankara, histoire qui inspire beaucoup, ça c'est clair. Il fait l'unanimité sur certaines valeurs qu'on voulait voir nos chefs d'État transpirer. Ça c'est une réalité. Mais on a ces jeunes-là qui, toujours point levé, Sankara, ils ne l'ont pas connu comme beaucoup, hein, mais qui ne jurent que par lui. Et pourtant, quand on regarde notre société burkinabé, c'est pas forcément ce que Sankara a incarné qu'on voit, on ressent cette jeunesse-là. Est-ce que c'est une lecture que vous avez aujourd'hui de ce que l'héritage est bon quand ça nous arrange? Mais qu'est-ce qu'on donne aux jeunes comme repère? C'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que, justement, c'est dans ce sens, il faut faire ce genre de production. D'accord. Moi, j'étais curieux de voir cet après-midi à Lumbila, à 13h30, mon neveu, il a combien d'ans? Il est très, en fait, il a entre 12 et 14 ans, et qui est assis et qui regarde le film et qui dit qu'il veut regarder, en fait. Donc, je sais que quand il va finir de regarder, il n'aura pas la même lecture que ça. Ils ont idéalisé Thomas Sankara. Ils ont compris que c'était un homme courageux, mais ils n'ont peut-être pas su exactement qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a apporté au pays, quelles sont ses actions concrètes. Ils ne savent pas. Et puis aussi, qu'est-ce qu'on leur donne de voir? C'est vrai, on peut indexer la jeunesse. On peut estimer que les jeunes aujourd'hui idéalisent trop Sankara. Ils portent des t-shirts, ils bombent le torse, ils lèvent le poing. Mais qu'est-ce que nous on fait pour qu'ils soient intègres? Quand vous traversez, vous êtes sur une moto ou bien dans votre véhicule, avec votre enfant à bord, vous brûlez allègrement le feu. Quelle leçon vous lui donnez d'intégrité? Demain, il va se dire, si papa fait ça, je peux faire. Il faut qu'on ait des référentiels. Et les référentiels, il faut qu'il y en... On ne doit pas se limiter qu'à Sankara. Il faut que les aînés que nous sommes, que nous donnons au moins cette opportunité-là aux petits frères de faire la part des choses entre la valeur et l'artifice. Parce que c'est deux choses. C'est bien clair. Projet?
Le prochain projet, bon, un scoop pour vous. D'accord. Sans le nommer, sera l'incompris. L'incompris. Vous avez l'habitude bon, avec en tout cas Thomas Sankara, vous avez mis au centre quelqu'un. Oui. Il y aura encore quelqu'un au centre de l'incompris. C'est quelqu'un qui sera au centre. Vous faites déjà une idée. Le journaliste que vous êtes, le brillant journaliste que vous êtes, Geoffroy, j'essaie à qui je fais allusion. Je sais pas ce que vous savez. Je ne vais pas me tromper sur ce plateau. On ne peut pas savoir qui c'est. C'est un incompris. Pourtant, il est charismatique. Il est incompris. Et puis, on a un projet aussi. Les gens nous disent pourquoi vous n'avez pas interrogé Blaise Compaoré. Mais nous, on profite de l'antenne, on est disponible, l'équipe. Blaise Compaoré, il veut nous voir à Abidjan demain, on est là avec le matériel. Hein. Mais on a équilibré dans le film avec des archives où Blaise Compaoré quand même s'exprime. Sankara n'est pas là, il s'exprime. Donc Blaise Compaoré, il n'est pas là, mais il s'exprime à travers les archives. Dernière question. Oui. L'humain, l'incompris, on est un peu dans un genre de qualificatif. Est-ce que Richard Tiennet ne transpire plus trop avec ses amis? Ce sera la dernière question. Non, l'humain déjà, l'avantage, l'humain c'est un truisme. Dans la mesure où l'humain, oui, bon, on est tous humains. C'est le côté, oui, il est capable du meilleur comme du pire. Vous êtes un humain, je suis humain, Sankara est humain. Parce qu'il y a eu tellement de qualificatifs. Le prophète, l'espoir assassiné. Moi je dis c'est un humain. Il a jouer sa partition avec brio, avec ses forces, avec ses limites. Maintenant, l'incompris, parce que il est vraiment incompris. Et vous allez comprendre pourquoi il est incompris. Merci Richard Tiennet. Merci à la rédaction de m'avoir reçu. C'est un plaisir pour nous. Thomas Sankara, l'humain, donc à suivre. Et je pense que vous l'avez déjà suivi sur True TV. On va poursuivre ce rendez-vous JDS, journal du dimanche au soir. Tout à l'heure, on parlait de cette jeunesse au Burkinabé. Aujourd'hui, il est une réalité qui gagne cette frange de la population. Le jeu, on va dire comme ça, sur des plateformes bien définies à travers le téléphone portable, donc jeu digital, des paris sportifs donc en ligne auxquels les jeunes s'adonnent de plus en plus, suscitant beaucoup d'espoir pour certains, des déceptions pour d'autres. Nous y mettons le doigt ici avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. Ouais, ça va. Tu connais 1xBet, non? Je connais. 1xBet, 1xBet ou premier bet, c'est selon, mais la réalité reste la même. Les jeux de hasard en ligne occupent le quotidien de bon nombre de jeunes burkinabés. Et ce n'est pas Judas Sourabié ou Franck Nyoumou qui diront le contraire, eux dont l'histoire d'amour pour ces jeux dure depuis plus de 5 ans. J'avais des amis qui jouaient à ce jeu. Bon, je l'ai trouvé un peu intéressant. Ils m'ont un peu expliqué le topo et je l'ai aussi pris pour m'inspirer un peu. XBet avec 90 francs, tu peux miser, avoir de l'argent. Par contre, PMUB, si tu n'as pas 200 francs ou 300, tu ne peux pas jouer. Donc, je trouve entre un XBet là plus rentable que PMUB. Tout comme la loterie nationale burkinabé, avec un XBet, le principe reste le même. Tout se joue sur des pronostics. Mais à la différence des paris sur des chevaux, un XBet offre un choix plus large de paris sportifs. Le plus dominant ou le plus connu reste le football. Les options, il y a plusieurs options. Il y a plus de 20 options sur lesquelles on peut miser. Il y a les corners, il y a les buts, il y a les cartons, il y a les fautes, il y a les touches. Et il y a même les pénaltys. Plus tu combines plusieurs matchs, plus tu as une cote élevée, plus tu as des chances d'avoir une grosse somme. Si pour certains, ces jeux sont leur passe-temps favori, d'autres en ont fait leur gagne-pain. Concentrés sur l'application à formuler des coupons de paris, l'on tente de multiplier les chances de gagner. Des coupons de paris sont même vendus dans des groupes WhatsApp. Quand tu composes un coupon qui a une cote faible, cote 3 ou cote peut-être 2 comme ça, si tu as 100 francs dans ton compte pour miser, vous voyez que ce n'est pas rentable. Par contre, il y a des gens qui se trouvent dans des groupes WhatsApp qui peuvent miser beaucoup. Je prends un exemple, 100 000 ou 200 000 comme ça. Si la personne a pu au moins se trouver les codes 2 et miser 200 ou 300 000 francs, ça peut lui rapporter quelque chose.
Chômeurs, étudiants, fonctionnaires, débutants ou habitués, tous tentent des combinaisons pour se remplir les poches. Et comme dans tout jeu de hasard, il faut certes avoir un minimum de connaissances sur le jeu, mais encore plus de la chance, les pronostics n'étant pas des sciences exactes. Le plus gros gain, je dirais, j'ai misé 1300 sur une cote 100, ce qui me faisait 123 000. C'était vraiment de l'euphorie. Transformer 1300 et quelques en 130 000, il faut noter qu'il y a quand même de quoi être fier de ça. J'ai pu payer certains portables, voilà, des habits et autres, mais dépanner de temps en temps. Mon plus gros gain était 700 000 francs. J'avais misé 5 000 francs sur une cote 155. Voilà, pour avoir 700 000. Avec les 700 000, j'ai pu m'offrir au moins certaines balles de friperie pour vendre. Un XBet fait certes des heureux gagnants, mais également des frustrés, des déçus et même des aigris. Il est difficile parfois de supporter les pertes. Pourtant, c'est la finalité de tout jeu, perdre ou gagner. Franck Nyumo n'oubliera pas de sitôt sa plus grosse perte dans ce jeu. Là, vraiment, mon plus gros gourmet, c'était bon. J'appelle une fois, j'ai eu 72 000 et quelques comme ça. Voilà, en voulant gros, j'ai tout misé sur le code 2. Paf, 0. Avec les équipes malades comme le FC Barcelone et autres là, c'est plus évident de gagner. Il ne faut pas être accro à ce jeu d'abord. Voilà. Si vous êtes accro à ce jeu, quand vous ne jouez pas, vous vous sentez mal à l'aise. Bon, c'est pas cool. Ma plus grosse perte a été 15 000 francs. J'avais misé sur une cote 11 et c'est perdu. Quand on gagne, ça fait plaisir, mais quand on perd, souvent, c'est pas facile à accepter. Ces jeux qui connaissent de jour en jour un essor sont-ils conformes à la réglementation en vigueur au Burkina Faso? Ont-ils un impact sur les activités de la loterie nationale burkinabé? Toutes nos initiatives à l'endroit de la LONABé, la nationale des jeux du hasard, pour avoir des réponses, n'ont pas obtenu de suite favorable. Faut pas vendre ton coupon, hein. Faut attendre la fin du match. Tu n'as encore rien compris. Attends, tu vas voir. Retour sur ce plateau pour, je dirais pas un autre entretien, mais une autre rubrique. Mais avant, on va un peu discuter parce que la personne que je reçois, c'est Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. C'était un plaisir de vous avoir. Très ravi d'être là. C'est vrai que vous êtes là pour la partie sport. On va lancer la rubrique tout à l'heure. Mais je pense que le reportage qu'on vient de suivre, ça interpelle quand même. Parce que le pari sportif, ça, c'est en train de gagner du terrain. C'est vrai qu'on a notre national des jeux, mais à côté aussi, via le digital, certaines plateformes, on a ces jeunes-là qui arrivent à parier, qui gagnent gros par moment, qui perdent beaucoup aussi. Et ça, c'est une réalité. Mais on a l'impression que nous-mêmes n'en tirons pas forcément le meilleur parti. Je ne sais pas si on n'en tire pas le meilleur parti, mais ça prouve également que le sport est très suivi et que c'est en train de rentrer dans les habitudes des gens, surtout des jeunes qui essaient en tout cas de comprendre et de connaître un peu le sport. À partir du moment où vous connaissez quelque chose, vous avez plus confiance. C'est ça. Et voilà, et si vous regardez, c'est parce que avec XBet, on parie sur presque tous les sports. C'est cela. Voilà, donc ça permet quand même à tout le monde de pouvoir se retrouver. Même sur le championnat national de football du Burkina Faso, on y parie. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec ce pari qui est en train de venir, on demande à ce que tous les championnats soient professionnels. D'accord. Voilà, donc si le championnat burkinabé devient professionnel, vous voyez qu'avec les parieurs, donc c'est quelque chose qui va évidemment monter. Mais attention également au revers de la médaille. Quand les paris commencent à rentrer, il faut être très vigilant parce qu'aussi il y a la triche qui est là. Si vous regardez, les cotes au Burkina Faso ne sont pas élevées, tout simplement parce que les prix ici ne sont pas élevés. Voilà, les prix, les primes, les joueurs, tout ça, c'est pas élevé. Donc, les risques aussi d'arrangement. Donc, justement, si vous voyez, si on doit peut-être parier sur un match, il faut à Spa où on peut avoir jusqu'à 1 milliard de gains ou en tout cas 100 millions de gains, mais c'est facile. Voilà, je sais que je parie et je fais de l'autre côté. Donc, il y a quand même cela. Il y a aussi ce risque-là de pervertir un peu le sport. Mais il faut dire que c'est quand même un jeu qui gagne presque tout le monde. Et ça me prouve que le sport véritablement intéresse tout le monde.
Évidemment, donc il y a une bonne économie du sport, à nous de savoir en profiter. Comment y aller. Attention, comme j'ai dit, attention au revers de la médaille. Oui, mais je pense que les clubs et autres, ils devraient pouvoir en tirer quelques ristournes et tout. Et même la fédération, parce que évidemment, le championnat est un produit de la fédération burkinabé de football. À partir du moment où on parie sur un produit qui ne vous appartient pas, il va falloir qu'on ait une ristourne par rapport à cela. Il faut regarder par rapport à ça également. Voilà, parenthèse que nous fermons. On va de plein pied entrer dans la partie sport, même si on avait déjà commencé, et c'est après ce carton. Alors Claude Romba, quand on dit sport, il faut dire que ce que les Burkinabés attendent, c'est l'arrivée de leur champion. On va dire comme ça, ceux qui sont allés porter haut nos couleurs, Fabrice Ango et ses amis, qui devraient arriver aujourd'hui à 21h. Et je veux commencer déjà par partager les images de l'ambiance à l'aéroport. Voilà, des images que nous avons. On a 2 reporters qui sont sur le terrain, Fatimata Nikema et Hyacinthe, qui est aussi donc à l'aéroport de Ouagadougou pour nous partager un peu ces Burkinabés là qui ont commencé à se mobiliser sur les lieux pour accueillir encore une fois, comme je disais, nos champions. Mais pour l'instant, on va dire que ça vient au compte-gouttes. Il y a pas, c'est pas la mobilisation qu'on a comme pour nos footballeurs, on dira comme ça, un soir, un retour de Cannes. Mais il y a ces Burkinabés qui ont décidé de faire le déplacement pour leur marquer, on va dire comme ça, toute leur reconnaissance pour l'engagement pour cette patrie-là. Parce que c'est ça aussi, quand on va compétir ailleurs, c'est d'abord pour sa patrie, c'est d'abord pour son peuple, c'est d'abord pour tout cela. Non, mais en fait, ce qui est un peu, il faut aussi dire que c'est un moment historique pour le Burkina Faso. Remporter une médaille olympique, c'est la première médaille du Burkina Faso. Donc olympique, quand vous regardez le classement général, vous vous rendez compte qu'il y a des pays qui ne sont pas dans le classement. Le Burkina y figure grâce à cette médaille de bronze, au même titre que que la Côte d'Ivoire et plusieurs pays africains. À partir de ce moment, c'est historique. On devait avoir une mobilisation plus grande, mais déjà on remercie ceux qui ont fait le déplacement. On a vu l'Union nationale des supporters des étalons également qui s'est mobilisée pour apporter évidemment, ou en tout cas pour un accueil chaleureux digne de son rang à Yves Fabrice Zango, qui véritablement entre dans l'histoire et ouvre l'histoire donc du Burkina Faso dans le palmarès olympique. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose qui doit être festif. C'est vrai que ce n'est pas... si c'était le football, on aurait peut-être plus d'engouement, mais il faut que les gens comprennent, parce que c'est une médaille olympique, c'est une médaille pratiquement, je ne dirais pas pratiquement, c'est une médaille mondiale. Voilà, je pense qu'il inscrit le nom du Burkina Faso pour la première fois de son histoire dans le palmarès, voilà, de ces Olympiades-là. Et je pense que c'est un moment historique, c'est un moment extraordinaire. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, j'espère que d'ici demain également aussi, les gens vont sortir pour l'accueillir, parce que ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Je pense que voilà, c'est un moment, je dis, comme au risque de me répéter, c'est un moment historique. C'est vrai qu'il y a un cérémonial, je pense, officiel, qui sera fait dans les jours avant, mais on se disait aussi qu'il pourrait y avoir quand même un peu plus de monde. Oui, c'est... Mais bon, je pense que... Mais on espère aussi, parce que c'est quoi, 21h sur le coup, voilà, d'ici 21h, on pourra peut-être avoir aussi, on verra l'engouement de la population par rapport à cela, mais ça explique aussi, je pense que ça explique aussi le pays, d'une façon générale. Le Burkina Faso, au risque d'heurter certaines personnes, montre également aussi qu'on n'est pas une grande nation de sport. Voilà, je pense qu'on est plus préoccupé par autre chose. Sinon, on aurait été une grande nation de sport qu'aujourd'hui, je crois que toutes les rues de Ouagadougou auraient été embellies par, évidemment, non seulement par la ferveur des gens, mais également aussi on aurait vu les drapeaux partout, parce qu'ils remportent cette médaille quand ? À quel moment ? À la date anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, 61 ans. Pour pouvoir voir le Burkina Faso inscrit pour la première fois son nom au palmarès donc des Jeux Olympiques, c'est extraordinaire. Et je pense que, évidemment, l'accueil n'est pas à la hauteur de ce qu'il a pu donner au Burkina Faso, mais comme je l'ai dit, ça s'explique. On aurait été une grande nation de sport qu'aujourd'hui on n'aurait pas vu cela. On a vu ce qui s'est passé à côté de nous avec la Côte d'Ivoire qui a fêté dignement ses médailles olympiques. On l'a vu il y a 4 ans.
Voilà. Et cette fois-ci également aussi, la Côte d'Ivoire s'apprête également encore à accueillir son médaillé de bronze. Donc vous voyez que c'est pas la même dimension. Voilà. C'est aussi déplorable que cela, mais c'est ça aussi la réalité. Non, mais voilà. Là, vous interrogez, je pense que vous interrogez et indexez à la fois peut-être une façon d'être, mais je pense que lorsque les étalons étaient revenus, étalons football de prouesses qu'on a vu à la CAN, on n'a pas demandé à tout ce monde-là de sortir, mais ils sont sortis comme un seul homme. Donc je veux dire, il y a la question aussi de la discipline. Qui va avec. Mais c'est ce que je dis. Quand vous avez vu, peut-être qu'on va dire, je fais beaucoup de comparaisons. Mais quand vous regardez, je ne sais plus, même des pays européens, que ce soit en Israël ou tout, partout, quand ceux qui remportent les médailles rentrent, regardez la ferveur qu'il y a. Voilà, je veux dire que c'est des nations de sport. Bon, on espère que petit à petit, les gens feront le mouvement vers par exemple, quand vous regardez tout de suite à côté de nous, la Côte d'Ivoire, qui a fêté cette médaille olympique, vous avez vu la ferveur qu'il y avait autour. Alors qu'ils ont remporté la CAN, il y avait également aussi une ferveur. C'est pratiquement la même ferveur. À tous les coins de rue, je pense le karatéka ivoirien Cheikh, j'oublie son nom, mais qui est passé comme une véritable star du côté de la Côte d'Ivoire. C'est dire que bon, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays de karaté. Mais le fait d'avoir remporté cette médaille olympique-là l'a propulsé parmi, évidemment, les géants comme les Didier Drogba en Côte d'Ivoire. Donc, je dis, c'est vrai que c'est pas le football qui est quand même, évidemment, qui mobilise plus, mais c'est une médaille olympique. C'est du sport, quand on aime le sport, et quand on voit la prouesse qu'a réalisé Hugues Fabrice Zango, que dis-je? Je pense que c'est historique. Mais dans tous les cas, on a senti. Je pense qu'il faut pas aussi. Je pense que déjà avec ceux qui sont sortis, c'est déjà bien. Je pense que lui-même, avec cet accueil-là, il est très heureux. Il y a beaucoup d'hommes qui disent évidemment, que ce soit dans presque tous les secteurs, il faut venir au révélateur du peuple burkinabé pour savoir qui on est. Que ce soit en musique, que ce soit en sport et tout ça. Si vous êtes adulé, c'est que c'est bien. Voilà, donc c'est dire que bon, le peuple il est ce qu'il est, le Burkinabé il est ce qu'il est, mais ça n'enlève en rien, évidemment, à la qualité ou à ce que Fabrice Zango vient d'offrir au Burkina Faso. Ça reste dans l'histoire, ça reste évidemment, c'est écrit partout, c'est écrit en lettres d'or, ou bien si vous voulez en lettres de bronze. Moi je dirais en lettres d'or, c'est historique. Déjà que les primes qui ont été annoncées au niveau donc du ministère des Sports et des Loisirs, c'est 3 millions pour ceux qui sont qualifiés de façon normale ou de façon régulière pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que 3 millions déjà pour Matt Koala, pour Hugues Fabrice Zango et pour Judicaël, le judoka. Donc ce sont les 3 qui se sont qualifiés et donc ils reçoivent 3 millions pour leur qualification. En plus, 2 millions pour 1 million pour la médaille de bronze pour Hugues Fabrice Zango, ça fait 4 millions. Et 5 millions de plus parce qu'il a été le premier à remporter une médaille donc pour le Burkina Faso, ça lui fait 9 millions qu'il va empocher. Je pense que c'est déjà pas mal de la part du ministère, en attendant que peut-être d'autres voies plus autorisées que la mienne puissent peut-être faire également aussi essayer aussi de l'encourager, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'avec 9 millions déjà dans les escarcelles, c'est pas mauvais. Et quand on regarde aussi, il faut comprendre que c'est de la haute compétition, c'est des niveaux très élevés. Tout à fait. Et pour ceux qui n'ont pas pu remporter de médailles, c'est aussi un apprentissage qui pourra déboucher comme on parlait de Domon d'ailleurs. Pierre de Coubertin qui disait l'essentiel c'est de participer. Et cette philosophie se voit beaucoup plus avec les Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de pays qui viennent juste pour participer et qui sont très contents de participer. Vous avez pris l'exemple de Domon, qui est venu se frotter à des meilleurs, qui est venu se frotter à la haute compétition. Et je pense que c'est assez intéressant. Ce qui est un peu dommage par rapport donc à ces Jeux Olympiques, c'est parce qu'il n'y avait pas de public. Sinon, on a vu, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu évidemment, il y a eu la surprise au niveau donc de la gymnastique rythmique où on attendait beaucoup plus les Russes qui depuis très longtemps survolent cette discipline. Et là, on a vu l'Israélienne qui est venue ravir la vedette. Ça fait beaucoup d'émotions, on a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de joie. C'est ça aussi le sport. Et je pense que c'est ce qui est intéressant. C'est vrai que les États-Unis restent champions, ou du moins maîtres incontestés, avec ils sont premiers donc de ces
de ces Jeux Olympiques avec 39 médailles d'or, suivi de la Chine et voilà, et le Japon. Donc voilà, donc c'est justement peut-être c'est des grandes nations. Dernière question sur la question des Jeux Olympiques. On a senti les avancées technologiques, elles permettent aussi des dépassements qui sont très fulgurants. On a vu beaucoup de records qui sont tombés et pour beaucoup, ça tient lieu soit à des crampons, à des chaussures, en tout cas à des détails qui sont de l'ordre des avancées, je veux dire, de la richesse dans ce domaine-là. Et comment je regarde, par exemple, les performances de Zango, on a eu peur à un moment donné, parce que vous êtes du domaine, vous discutez souvent avec comment dire cela, les staffs et tout. On espère bien que nous avions toutes nos chances de notre côté. C'est vrai qu'il s'est fait peur, mais c'est ça aussi le sport. Vous voyez, le sport, c'est la forme du moment. C'est cela. C'est la situation en temps réel. C'est là qu'on voit. Ça veut dire qu'il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Voilà, il y a la pression, il y a également aussi l'enjeu, il y a également aussi comment on a. Tu vois, ça veut dire que si vous arrivez au moment de faire votre saut à un moment optimum de votre forme, ben évidemment, ça peut vous pouvez arriver, ça peut être un jour sans. Voilà, on a vu qu'il s'est qualifié de justesse, alors que dans les autres meetings, il est arrivé à survoler. Évidemment, c'est ça aussi le sport, parce que c'est aussi faire face à cette pression-là. Parce que là, les sports en meeting, dans les meetings, ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même compétition. Là, on parle des Jeux Olympiques, c'est autre chose. Évidemment, donc il faut tenir compte de cela. Et puis, dans la situation, il faut aussi tenir compte aussi de la situation atmosphérique. En ce moment, il y a la situation du vent, il y a la situation donc de la température. Je pense qu'il y a tous ces facteurs-là qu'il faut prendre en ligne de compte. Et vous l'avez dit, évidemment, il y a l'avancée technologique qui est là. Il faut tenir compte de tout ça. Dernière question, parce qu'on est dans la partie sport, il y a eu cette grande nouvelle aussi, parce qu'on laisse maintenant la partie burkinabé, parce qu'on dit aussi à nos téléspectateurs que dans nos prochaines sessions, ils auront le point de l'accueil de l'équipe burkinabé donc, qui est rentrée, athlète, je veux dire. Il y a Messi qui a quitté son club, en tout cas. Son club de cœur, les au revoir ont été vus et su. Il était attendu aujourd'hui du côté donc du Paris Saint-Germain. Son vol a été retardé parce que tout ne serait pas totalement fin prêt. On parle donc d'un transfert qui va osciller aux alentours de 115 millions de francs CFA, donc de 115 millions d'euros. Ça vous fait quoi? Pratiquement 75 milliards de francs CFA avec un salaire de 15 millions d'euros par an. Ça vous fait, voilà, je pensais si vous faites le calcul, c'est près de 9 milliards de francs CFA. Donc c'est énorme. Merci bien. Je pense qu'on aura le temps de revenir là-dessus. Merci Claude Romba d'être passé sur ce plateau. C'est terminé pour ce numéro du JDS, journal du dimanche au soir, que j'ai d'ailleurs pris plaisir à présenter. Je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien.